DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. On m'a donné ma chance en me retenant. Maintenant, il me reste tout le reste de ma vie pour me rendre digne. Pour ce nouvel épisode, nous sommes sur la base aérienne 702 d'Avord dans le Cher en compagnie du commandant Arnaud Prost, pilote opérationnel d'avion E-3F AWACS et membre de la réserve du Corps européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Bonjour. Bonjour. C'est une présentation qui claque, on peut le dire. Est-ce que vous l'avez rêvé, cette présentation ? Non, pas vraiment. Enfin, ça me fait toujours plaisir d'entendre que la personne que je suis aujourd'hui, elle est associée à l'Agence spatiale européenne, elle est associée à l'armée de l'air et de l'espace et à des missions qui sont importantes pour moi. Mais c'est pas une finalité en soi, la façon dont je suis présenté, j'espère. Alors, en parcourant votre biographie, au-delà de votre formation brillante, j'ai lu que vous étiez également instructeur de plongée, passionné de rugby, que vous pratiquiez l'apnée, la randonnée, la natation, le parachutisme. J'ai presque envie de vous demander ce que vous ne faites pas. Alors, quand on dresse la liste comme ça, effectivement, ça paraît impossible de tout mettre dans un emploi du temps. Mais c'est le cas, parce que c'est des choses que j'ai fait à des moments différents de ma vie, notamment pour des raisons géographiques. Vous imaginez bien qu'ici, à Avord, j'ai pas souvent des occasions de faire de l'apnée ou de la plongée sous-marine. Enfin, en tout cas, un peu moins qu'avant. Mais effectivement, je pense que j'ai eu la chance de faire beaucoup d'activités différentes. Je suis quelqu'un qui me passionne facilement pour une activité. Et donc, à différents moments de ma vie, je me suis lancé à fond dans différentes activités. Justement, à quel moment vous avez eu la tête dans les étoiles ? Pour moi, c'est arrivé assez tôt. J'ai toujours été complètement fasciné par l'espace et le côté esthétique. C'est-à-dire que quand on lève la tête vers les étoiles, l'été notamment, c'est quelque chose qui est très beau. Et donc, c'est comme ça, je pense, initialement que je m'y suis intéressé. J'ai eu la chance d'avoir 2 sœurs avec lesquelles je construisais des navettes spatiales quand j'étais enfant. Enfin, c'est surtout elles qui les construisaient. Puis moi, parfois, j'avais le droit de monter dedans et de les piloter. Et donc, ça a un petit peu nourri cette passion que j'avais pour l'espace. Et plus je m'y intéressais, plus je me rendais compte qu'il y avait énormément de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Et ça a parlé au curieux qui est en moi. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai de plus en plus entretenu cette passion pour l'espace. Et est-ce que ce rêve, il vous paraissait lointain ou réalisable ? Plutôt au tout départ, il me paraissait réalisable parce que j'étais enfant. Et donc, quand vous êtes enfant, tout vous paraît possible. Et donc, quand je disais que je voulais être astronaute, je voulais même être chercheur embarqué parce que je voulais faire de la recherche, mais je voulais aussi être astronaute. Donc, j'avais trouvé cette espèce de formule pour mettre les deux en même temps. Ça me paraissait tout à fait possible dans le futur. Et puis, après, quand j'ai grandi, j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'extrêmement peu probable pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de personnes qui ont été astronautes en France. J'ai eu une approche un peu plus rationnelle. Néanmoins, j'ai toujours pensé que j'avais ma chance et que si c'était ce que je voulais faire, il fallait que j'essaye au maximum de m'en donner les moyens. Et donc, toute ma vie, ce rêve, ça a été une source de motivation. Effectivement, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. En 2012, vous intégrez l'école polytechnique et vous allez commencer votre formation militaire dans l'armée de terre à Saint-Cyr, puis au régiment de hussards parachutistes. Qu'est-ce que vous allez apprendre à ce moment-là ? J'ai énormément appris pendant cette période dans l'armée de terre. J'étais assez jeune, puisque j'avais entre 19 et 20 ans. Et donc, j'ai eu la chance d'être formé par l'armée de terre dans les rudiments du métier d'officier. Parce que donc à Saint-Cyr, j'étais au 4e bataillon avec les officiers sous contrat. Et donc, on nous apprend vraiment ce que ça veut dire qu'être un officier dans les armées. On nous apprend aussi un esprit de camaraderie qui est, je pense, très important et qui transpire dans toutes les branches des armées. J'ai eu la chance d'avoir ma première expérience de commandement. Après ça, j'étais affecté au 1er régiment de hussards parachutistes. Et c'était en 2012, au moment où en fait il y avait la guerre au Mali. Donc j'étais le second d'un lieutenant, du chef de peloton, qui lui a été envoyé avec un autre peloton au Mali. Et donc j'ai eu la chance d'avoir le commandement direct de ce peloton à 19 ans. Et donc c'était une expérience extrêmement enrichissante, difficile, clairement, puisque c'était, comme je vous le disais, ma première expérience. Mais j'y ai énormément appris. Et la dernière chose qui m'a vraiment plu, ça a augmenté considérablement la palette de mon expérience humaine. Je sortais de 2 ans de classe préparatoire, une phase très académique où j'étais quand même assez centré sur moi-même, sur les mathématiques, sur les sciences, pour avoir le concours pour rejoindre l'école polytechnique. Et là, d'un coup, je m'ouvrais à un monde complètement nouveau, le monde des armées, avec toute la diversité des personnes qui sont dans les armées, des milieux complètement différents, des approches du monde et de la vie complètement différentes. Et donc, pour moi, c'était une période où j'ai vraiment beaucoup appris et qui m'a ouvert les yeux. Donc, pour ça, je suis vraiment très reconnaissant de l'armée de terre parce que, alors que j'étais encore très jeune, ils m'ont fait la démonstration, ils m'ont inculqué des valeurs qui sont très importantes et que j'essaye toujours de mettre en œuvre aujourd'hui.
Vous allez être diplômé en 2015. Là aussi, ce qui est fou, vous allez dans la foulée obtenir un stage au sein de la NASA. Alors là aussi, comment on arrive à ça? J'étais toujours passionné d'espace. Et ça a toujours été, comme je vous le disais, un peu l'objectif de long terme pour moi. J'avais cette opportunité de faire un stage de recherche. À la fin des études à l'école polytechnique, on peut faire 6 mois de stage où on doit se concentrer sur un sujet en particulier de recherche. Et donc moi, j'ai candidaté au Jet Propulsion Laboratory, donc qui est un des centres de la NASA aux États-Unis, donc à Pasadena, à côté de Los Angeles. Et j'ai été accepté dans une équipe qui s'appelle l'équipe EDL, donc Entry, Descent and Landing. C'est ceux qui s'occupent de faire en sorte que les rovers qui sont envoyés sur Mars puissent se poser dans des bonnes conditions à l'endroit où on les attend. Et en particulier, moi, je m'occupais de toute la partie atmosphère, c'est-à-dire faire tourner des simulations pour essayer d'avoir une bonne idée de quelle est la colonne d'atmosphère sur Mars, sur les différents sites d'atterrissage qui étaient envisagés pour un rover qui s'appelait Mars 2020 et qui ensuite a eu le nom Perseverance et qui est actuellement sur Mars. Donc on faisait tourner un modèle de climat sur l'ensemble de la planète Mars. On regardait les vents, les températures, l'humidité sur toute la colonne au-dessus de ce site d'atterrissage pour voir si, d'un point de vue atmosphérique et donc d'un point de vue de la descente du vaisseau vers la surface, il y avait un site d'atterrissage qui était vraiment meilleur que les autres. Et après ce stage qui avait l'air extraordinaire, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Alors, moi, il s'avère qu'en plus d'être passionné d'espace, je suis aussi passionné de plongée. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert une entreprise à Marseille qui s'appelle la Comex, qui est une entreprise de plongée sous-marine à la base, démarrer un nouveau projet pour développer un scaphandre d'entraînement pour les astronautes en milieu sous-marin. C'est-à-dire une combinaison que vous pouvez mettre sous l'eau pour simuler le fait que vous êtes en apesanteur d'une certaine façon. Et donc ce projet, comme vous pouvez l'imaginer, il m'a beaucoup plu. J'ai envoyé ma candidature, j'ai été retenu par Comex, j'ai été recruté comme ingénieur. Et comme j'avais déjà une expérience avancée en plongée, très rapidement, Comex m'a fait passer une qualification de plongeur professionnel. Et donc je suis devenu aussi scaphandrier au profit de Comex et de ce projet d'expérimentation d'une combinaison pour l'entraînement des astronautes. Alors je vais reprendre la main parce que je sais qu'en 2017 à Toulouse, vous décrochez un diplôme d'ingénieur aérospatial à l'ISAE Supaéro, ainsi qu'un master d'astrophysique, sciences de l'espace et planétologie à l'université Paul Sabatier. La même année, vous rejoignez la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et vous allez avoir un premier poste en détachement au sein de l'Armée de l'air et de l'espace. Un objectif, obtenir vos ailes de pilote de chasse. Évidemment, vous allez y arriver en 2020. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors c'est une bonne question parce que j'ai vraiment fait un virage. Donc j'étais dans un milieu de la plongée et je me suis tourné vers l'aéronautique parce que dans cette expérience de plongée, j'ai adoré la double casquette que j'avais d'être à la fois un ingénieur et un plongeur professionnel. D'être à la fois quelqu'un qui réfléchit sur les systèmes qu'on utilise, comment on fait pour les améliorer, comment est-ce qu'on construit des procédures qui soient adaptées, et en même temps quelqu'un qui va les tester sous l'eau directement, dans un contexte vraiment opérationnel. Ça m'avait énormément plu, et c'est là que j'ai découvert qu'il existait une opportunité similaire à la Direction Générale de l'Armement, qui forme des ingénieurs d'essai en les détachant dans l'armée de l'air pour qu'ils soient brevetés pilotes de chasse, afin de mieux connaître les contraintes et les besoins des pilotes de chasse. Et donc, avec cette expérience que j'avais eue à Comex, j'ai tout de suite levé la main pour cette double formation à la Direction Générale de l'Armement et dans l'armée de l'air et de l'espace, et donc j'ai été retenu pour commencer ma formation de pilote de chasse. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vol en avion de chasse ? Alors, je me souviens de mon premier vol. Enfin, je me souviens de mon premier vol aussi en avion de chasse, mais je me souviens encore plus de mon premier vol parce qu'il se trouve que quand j'ai commencé cette formation dans l'armée de l'air et de l'espace, j'avais jamais été avant dans un avion. C'était la toute première fois que j'étais aux commandes d'un avion. Donc, c'était sur un Cirrus, à Salon. Je me rappelle très bien de cette sensation. J'étais étonné et en même temps fier et heureux de cette confiance qui m'était donnée de moi-même poser l'avion alors que j'avais jamais été dans un avion avant. Et ça, je trouve que c'est assez formidable dans la formation de l'armée de l'air, c'est qu'elle est capable de vous amener du niveau 0 jusqu'à obtenir vos ailes de pilote de chasse. Cela en un temps assez limité finalement, un peu moins de 3 ans, et un nombre d'heures de vol aussi limité. Et ce que j'ai découvert, vraiment la puissance de cette formation, c'est que non seulement vous faites des vols, mais vous consacrez aussi du temps à réfléchir à vos vols après les avoir réalisés, pour imaginer comment est-ce que vous auriez pu mieux faire, et aussi avant de les réaliser, pour préparer les différentes échéances de votre vol, les mentaliser, comme on dit, toute cette préparation amont qui permet d'être plus performant et qui permet d'avoir beaucoup plus d'enseignements autour d'une heure de vol. Et j'ai aussi été marqué par l'exigence qu'il y avait dans un avion en termes de capacité de prise de décision, en termes de capacité de jonglage entre des échelles de temps qui sont très différentes, c'est-à-dire la conduite de l'avion au très court terme, votre trajectoire, et les prises de décision à long terme,
avec une prise en compte de l'environnement, des objectifs de la mission. Et ça, c'était aussi assez nouveau pour moi. Donc, je suis vraiment très reconnaissant de l'Armée de l'air et de l'espace parce que cette formation, je pense qu'elle m'a appris un certain nombre de choses qui ont été ensuite essentielles pour que je sois retenu par l'Agence spatiale européenne. Et une fois breveté pilote de chasse, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est le moment où je suis allé à Istres, donc à DGA Essai en vol, pour mettre en œuvre justement ce que j'avais appris dans l'Armée de l'air. Donc, l'idée, c'était d'avoir une bonne connaissance du métier et des contraintes de pilote de chasse pour être un meilleur ingénieur d'essai au profit des pilotes de chasse. Et donc, je vais être affecté au département Rafale de DGA Essai en vol. Je vais faire un premier poste où je vais m'intéresser donc aux simulateurs et en particulier aux interfaces homme-système des capacités RR du Rafale. Et ensuite, mon second poste, ce sera de prendre la coordination de ce qu'on appelle l'équipe intégrée d'essai en vol Rafale, c'est-à-dire coordonner l'ensemble des ingénieurs d'essai, des pilotes d'essai, des personnes qui sont consacrées au développement des derniers standards du Rafale. Et on va arriver à cette date fatidique. En novembre 2022, vous êtes sélectionné comme membre de la réserve du Corps européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Le premier sentiment que j'ai, c'est vraiment le sentiment d'être privilégié. L'événement que vous évoquez, il clôture une sélection qui a duré 1 an et demi, au cours de laquelle j'ai rencontré énormément de candidates et de candidats, dont certaines et certains m'impressionnaient par leur qualité humaine, par la passion qu'ils avaient, par leur envie de devenir astronaute. Et donc, finalement, me dire qu'après ce processus aussi long et aussi sélectif, j'ai la chance d'avoir été retenu. J'ai vraiment une sensation de privilège, une sensation de fierté et très rapidement une sensation de responsabilité. On m'a donné ma chance en me retenant. Maintenant, il me reste tout le reste de ma vie pour me rendre digne et pour être à la hauteur de cette opportunité. Vous étiez combien à postuler? Alors, on était un peu plus de 22 000 à postuler sur l'ensemble de l'Europe, un peu plus de 8 000 personnes en France. Ça fait effectivement beaucoup de personnes et donc d'autant plus la sensation d'avoir eu beaucoup de chance quand on arrive à la fin. Et quelles étaient les principales conditions pour candidater? Pour déposer son dossier, il fallait avoir 3 ans d'expérience professionnelle, il fallait parler anglais, il fallait avoir un master scientifique. Il fallait avoir moins de 50 ans aussi. L'objectif de l'Agence spatiale européenne, c'était d'ouvrir le plus possible cette sélection à des profils variés et de casser un petit peu les stéréotypes qui sont que pour être astronaute, il faut être nécessairement pilote, nécessairement un homme ou un pôle très restreint de candidats et vraiment imprimer dans l'opinion publique que non, vous pouvez tout à fait être astronaute si vous êtes une femme, et Sophie Adno en a fait la démonstration. Vous pouvez tout à fait être astronaute si vous êtes scientifique. Par exemple, Rosemary Coogan, qui a été recrutée en Angleterre en même temps que moi, est une chercheuse en astrophysique. Ou si vous êtes médecin, comme John McFall, avoir une représentation la plus large possible au sein des candidates et des candidats à cette sélection. J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Est-ce que vous y avez toujours cru ou il y a eu quand même des gros moments de doute? Alors, je pense qu'une des difficultés de cette sélection, c'est que vous découvrez l'agenda au fur et à mesure que vous avancez. C'est-à-dire que vous savez jamais quand est-ce que vous aurez le résultat d'une étape que vous venez de passer, ni quand sera l'étape suivante et sous quelle forme. Vous découvrez en permanence ce qui vous attend. Ce qui fait que l'inconvénient, c'est que c'est difficile de se préparer. L'avantage, c'est que finalement, vu que vous êtes tout le temps dans l'incertitude, vous ne trouvez pas de moment particulier sur lequel angoisser pour la poursuite de l'aventure. Mais pour répondre précisément à votre question, je pense que j'y ai toujours cru. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit que j'avais plus ma place et qu'il fallait que j'arrête. Mais par contre, j'ai toujours eu un doute, ça c'est certain. Et je pense que c'est assez sain d'avoir un doute finalement. Moi, je pense que c'est une vertu importante. Ça permet de rester humble déjà, ça permet de donner le meilleur de soi-même et de aussi relativiser des potentiels échecs. Rapidement, ce que j'ai essayé de me dire, c'est que fallait déjà que je sois content d'être arrivé jusque-là, que je donne le maximum pour continuer, espérer d'aller plus loin, mais qu'il fallait pas que je sois obnubilé par le résultat final. Sinon, c'était la meilleure façon de m'assurer que j'allais pas être performant pendant ces épreuves. Selon vous, quel a été votre petit truc en plus? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre moi-même. Il faudrait que vous demandiez ça au directeur de l'Agence spatiale européenne, qui m'a reçu pour le dernier entretien. J'ai pas encore son numéro, mais peut-être. En tout cas, ce sur quoi je me suis beaucoup appuyé, c'est que j'ai décidé dans cette sélection de toujours faire le maximum pour être moi-même. Parce que, en fait, quand vous êtes dans un entretien sur lequel il y a énormément d'enjeux, parce que c'est très important pour vous, parce que c'est très compétitif et que vous avancez dans les différentes étapes, il y a un risque, finalement, de ne plus répondre aux questions en fonction de la personne que vous êtes, mais en fonction de ce que vous imaginez que votre interlocuteur attend. Et ça, c'est un risque que j'ai identifié assez tôt, et j'ai donc tout fait pour l'éviter. Ça permet aussi de répondre beaucoup plus facilement et sereinement.
vous n'êtes pas stressé si, de toute façon, vous savez que la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire la vérité. Une des façons pour lesquelles je me suis préparé à faire ça, c'est aussi de m'appuyer sur les personnes qui me sont chères, donc ma compagne, des amis très proches, à qui j'ai pu, on va dire, répondre aux questions qu'on peut tous imaginer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous voulez être astronaute? Pourquoi cette passion? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et donc, me rendre compte que finalement, quand on répond honnêtement et simplement, c'est beaucoup plus facile. Et pour rentrer dans le concret, quel est le rôle d'un réserviste? Parce qu'on ne le sait pas forcément, justement. Oui, un membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne, c'est quelqu'un qui a été recruté par l'Agence spatiale européenne parce qu'il ou elle était apte à faire un vol spatial, mais qui ne va pas s'entraîner la totalité de façon continue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rester dans son métier d'origine et va faire l'entraînement progressivement, petit à petit, avec des détachements dans l'Agence spatiale européenne. À l'inverse, quelqu'un comme Sofiane, qui a été recruté donc dans la partie carrière du corps des astronautes, c'est son métier à temps plein. Elle ne travaille plus pour l'armée de l'air, elle travaille pour l'Agence spatiale européenne. Moi, actuellement, mon métier à temps plein, c'est d'être pilote pour l'armée de l'air et de l'espace. Mais 2 mois par an, je vais à Cologne, pour l'Agence spatiale européenne, faire cet entraînement. Donc le rôle d'un réserviste, c'est de faire cet entraînement petit à petit, donc se tenir prêt, se former pour être de plus en plus qualifié. C'est de contribuer aussi à l'exploration d'une certaine façon. On peut être impliqué dans certaines expériences, dans le développement de certains protocoles expérimentaux. C'est aussi de faire de la communication pour expliquer l'exploration spatiale. C'est la raison aussi pour laquelle je parle avec vous aujourd'hui. Et enfin, quand on est dans la réserve, on peut aussi être affecté à un vol de courte durée. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier de ma promotion à avoir volé dans l'espace, il s'appelle Marcus Wandt. C'est un pilote d'essai suédois et qui a volé donc en janvier 2024. Quand vous êtes dans la réserve, vous pouvez, sans passer par le corps de carrière, si votre pays estime qu'il y a une opportunité intéressante, être affecté à un vol de courte durée, donc environ 3 semaines sur la Station spatiale internationale. Alors vous avez évoqué justement une formation à Cologne. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous apprenez? Oui, alors c'est vraiment une formation qui est passionnante parce qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble. Par exemple, vous allez faire beaucoup de sport, et du sport qui est particulièrement orienté sur le sport que vous allez faire si vous allez dans l'espace, donc pour prévenir la fonte musculaire. Donc c'est en particulier des exercices posturaux, des exercices pour les membres inférieurs, du cardio aussi. Donc vous allez faire ça une journée. Le lendemain, vous allez faire un entraînement en piscine, en plongée, pour vous familiariser aux sorties extravéhiculaires. Et puis le jour d'après, vous allez faire une formation théorique sur les rayonnements cosmiques et leur impact sur le corps humain. Puis le jour d'après, vous allez faire une formation sur tel sous-système de l'ISS. Puis encore le jour d'après, vous allez faire une formation sur comment est-ce qu'on peut être un bon ambassadeur du spatial et comment répondre correctement aux médias. C'est tout un tas d'exemples qui m'ont passionné au cours de la première séquence de mon entraînement qui a eu lieu en fin d'année dernière, parce que la palette est extraordinairement large, avec beaucoup de science, en lien avec les chercheurs qui sont impliqués dans la science qui a lieu sur la Station spatiale internationale, mais aussi de l'opérationnel, donc par exemple en plongée, beaucoup de facteurs humains également, et ça c'est finalement le point le plus important. Un astronaute, ce qu'on lui demande avant tout, c'est d'être capable de travailler correctement avec les autres, avec beaucoup de personnes, qu'elles soient dans l'espace ou au sol. Donc une palette extrêmement large et qui fait qu'on est toujours content d'aller s'entraîner le matin. Vous l'avez dit, en parallèle, depuis 2024, vous êtes affecté sur la base d'Avor pour piloter des avions AWACS. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet appareil et nous dire pourquoi vous avez choisi de voler sur cet avion? Oui, alors l'AWACS, donc le 3F, en réalité le nom de l'avion, c'est l'AWACS français. C'est un avion qui a une palette aussi assez large de missions. Une mission de surveillance, c'est-à-dire que grâce à ses capteurs, il est capable d'établir une situation tactique, détecter tous les appareils qui sont en vol dans l'environnement et fournir cette information soit des états-majors, soit d'autres appareils. L'AWACS est capable de détecter des bâtiments de surface, donc de surveiller la surface des mers et des océans. Il a aussi une capacité de contrôle aérien, c'est-à-dire que quand on fait une mission, le 3F est capable de prendre le contrôle d'autres entités, d'autres avions dans le groupement qui fait la mission, par exemple des avions de chasse, pour les guider, pour faire une interception, pour se défendre face à une menace. C'est aussi un avion qui a la capacité d'être un relais radio. En étant en altitude, on a cette capacité de pouvoir connecter différents éléments opérationnels qui ne pourraient pas le faire sans nous. Et on a la mission, donc finalement, C2, Control and Command, où on peut prendre des décisions, on peut nous déléguer un certain nombre de responsabilités de décision directement depuis l'avion. C'est un avion qui est extrêmement riche sur le plan opérationnel, qui embarque plus de 15 spécialités différentes, qui vont du pilote jusqu'au contrôleur de défense aérienne, en passant par l'opérateur de surveillance, ou le technicien embarqué, le navigateur, le mécanicien navigant. Vous voyez, c'est extrêmement riche, qui est capable de se projeter sur des très grandes distances, que ce soit depuis la métropole ou depuis d'autres bases. Donc,
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment choisi la WACS, c'est pour sa richesse opérationnelle. Moi, j'avais envie, après cette période aux essais en vol sur Rafale, où je travaillais comme pilote, mais principalement comme ingénieur d'essai, j'avais envie d'avoir une expérience opérationnelle, donc j'ai choisi la WACS. Et après, il y a le plan aéronautique. C'est le dernier quadriréacteur qu'on utilise dans l'armée de l'air. C'est un avion mythique sur la base d'un Boeing 707 avec des commandes de vol à câble, un tout petit peu d'hydraulique sur la dérive, mais une avionique, un cockpit, une ambiance très particulière. Et surtout, la raison principale, c'est que c'est un avion qui se pilote à 4. Et moi, j'avais envie de me former en termes aussi de ce qu'on appelle CRM, Crew Resource Management, au travail en équipage. Et sur le plan des facteurs humains, je trouvais ça passionnant l'idée de me dire, il y a des étapes dans le décollage ou l'atterrissage, par exemple, où 3 personnes auront les mains sur les commandes. Il y aura 6 mains sur les commandes de vol d'un seul avion. Et l'exigence en termes de coordination, d'entraînement, de confiance que ça exige, ça me paraissait passionnant. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis orienté vers la WACS. Vous avez récemment été mobilisé pour l'opération Bubo en Guyane à l'occasion du lancement du satellite d'observation militaire CSO-3. Vous étiez aux commandes d'un AWACS justement et vous avez participé à la surveillance du centre spatial guyanais. Vous pouvez nous parler de ce vol, j'imagine assez unique? Vraiment un vol extraordinaire. Honnêtement extraordinaire, un moment unique dans ma carrière, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai la chance, du coup, avec l'équipage à ce moment-là, d'être aux commandes. On avait travaillé sur les heures précédentes pour être sûr que la WACS allait être orientée correctement au moment du lancement. Et donc, on était dans le cockpit, tous ensemble, à attendre de voir la fusée passer devant nous. Et ce moment où la fusée perce, parce qu'il y avait une grande couche de nuages en dessous de nous, d'un coup perce la couche de nuages et on la voit passer et puis ensuite dessiner sa magnifique trajectoire dans le ciel. C'était vraiment un moment, on va dire, de frisson, dont je me rappellerai toute ma vie. Et je suis très heureux aussi de l'avoir partagé avec mon équipage et des personnes qui me sont chères. Ensuite, l'autre raison pour laquelle c'était vraiment particulier, c'est que ce lancement, pour moi, il réunissait 4 entités pour lesquelles j'ai travaillé, 4 institutions pour lesquelles j'ai travaillé où je travaille et qui sont très importantes pour moi. Donc j'y étais au titre de ma présence dans l'armée de l'air et de l'espace comme pilote de l'E3F. Mais c'était un lancement dans lequel était évidemment impliquée l'Agence spatiale européenne, puisque c'était le 2e lancement commercial de la fusée Ariane 6. C'était un lancement qui a été mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais, qui est opéré par le CNES, l'Agence spatiale française, et qui me supporte énormément dans ma carrière, la construction de mes compétences d'astronaute de réserve et mon entraînement. Et c'était pour mettre en œuvre une charge utile, CSO-3, sur laquelle la DGA était particulièrement impliquée, la Direction Générale de l'Armement, pour laquelle j'ai travaillé sur mon poste précédent. Voilà, j'étais vraiment heureux d'être là, de voir que le lancement s'est bien passé, fier de voir ces institutions et la France récupérer son accès autonome à l'espace, fier de contribuer d'une certaine façon, via ce lancement sûr de CSO-3, à l'autonomie d'appréciation de la situation depuis l'espace. Finalement, la raison pour laquelle on s'entraîne, la raison pour laquelle on s'engage, c'est pour participer à des missions comme celle-ci qui ont du sens. Et un autre passionné d'espace a participé au dispositif de protection mis en place par l'armée de l'air et de l'espace en Guyane dans un avion ravitailleur. Il est colonel de réserve, il s'appelle Thomas Pesquet. J'imagine que ce nom vous parle forcément. Bien sûr. Thomas a fait le ravitaillement des chasseurs du 230 et du 330 qui sont allés, les Rafales, faire la surveillance du centre spatial guyanais. Il les a ravitaillés au moment où ils sont venus se déployer. Malheureusement, il est reparti avant que j'arrive en Guyane. On n'a pas pu se croiser. Néanmoins, on en a pas mal discuté. Je pense que c'est un superbe engagement de Thomas de faire de la réserve au sein de l'armée de l'air et de l'espace, où ses compétences de pilote, je pense, sont vraiment intéressantes. C'est quelqu'un, depuis que j'ai été sélectionné dans l'Agence spatiale européenne, qui m'a vraiment beaucoup conseillé, qui m'a bien accueilli. Et finalement, au départ, forcément, j'étais un peu impressionné. Je ne le connaissais pas. Quand on le voit à la télé, on se demande un peu finalement comment est-ce qu'il va être quand on sera dans une discussion interpersonnelle. Et j'ai été surpris parce que finalement, il est encore plus sympa, quoi, quand on est à l'abri des caméras, alors qu'il est déjà super sympa à la télé, on va dire. Non, c'est formidable. Et j'espère qu'on aura l'occasion, dans les prochaines semaines ou mois, de faire un ravitaillement, puisque la WACS, le 3F, c'est un avion qui a la capacité de se ravitailler aussi, ce qui nous permet d'avoir un rayon d'action particulièrement important, ce qui nous permet aussi de faire cette appréciation de la situation tactique, comme je vous le disais, pendant de très longues heures. Et donc, on a cette capacité de se ravitailler. Donc, il ne reste plus qu'à planifier un ravitaillement entre Thomas Pesquet et un E3F. S'il nous entend. Vous avez parlé justement de Thomas Pesquet un peu comme un modèle. Est-ce que vous avez aussi la sensation maintenant d'être devenu une source d'inspiration pour la jeunesse? Parce que je sens aussi qu'il y a une volonté de transmettre. C'est très important pour moi de transmettre parce que j'ai la sensation d'avoir eu de la chance à beaucoup de moments dans ma vie, au premier rang desquels la chance d'avoir eu une passion
et d'avoir pu la développer dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance, la chance d'avoir eu des personnes à admirer aussi, des exemples autour de moi, j'en ai encore plein. Thomas en est un, mais il y a plein d'autres personnes, que ce soit dans cet escadron ici à Avord ou dans mes précédents postes, que j'admire, ou quand je les vois, je me dis « Ah, j'aimerais bien être comme elle ». Et donc cette chance, je pense que c'est ma responsabilité aussi d'essayer de l'offrir à d'autres personnes, en particulier vis-à-vis des enfants qui pourraient se dire qu'une carrière scientifique, une carrière technique, une carrière de pilote, une carrière d'astronaute, c'est pas fait pour eux, ou c'est pas fait pour elles. On peut facilement trouver des mauvaises raisons. La liste des mauvaises raisons pour ne pas se lancer dans cette aventure, elle est extrêmement longue, et je pense du coup, c'est important de dire que ce sont des mauvaises raisons. Pour moi, c'est cet impératif de transmettre. J'essaye de le mettre en œuvre du mieux que je peux. Alors, votre question, est-ce que j'ai la sensation d'être une source d'inspiration ? C'est plutôt aux enfants que je croise et dans les différents événements auxquels je participe qu'il faut poser la question. Mais en tout cas, je fais mon maximum parce que j'ai la sensation d'avoir un devoir d'exemplarité, d'essayer de donner les clés qui, selon moi, m'ont permis de réussir et aussi d'essayer de donner les conseils qui pourraient les aider. Si à la fin de ma vie, je me dis, parce que j'ai dit ça, j'ai réussi à impacter la trajectoire, ne serait-ce que d'un adolescent, c'est déjà une super victoire. Vous avez déjà accompli énormément de choses. Est-ce que vous avez encore des rêves ? Je vous demande ça parce que, en parlant avec vous, j'ai l'impression que tout est si facile et pourtant, quand on regarde tout ce que vous avez fait, ça paraît dingue. C'est pas facile, honnêtement. C'est pas facile. Je pense qu'il n'y a aucun moment dans ma vie où je me suis dit ce que je m'apprête à faire est facile et encore moins en rétrospective, ah, c'était facile. Par contre, j'ai la chance, quand j'ai l'impression d'avoir une montagne devant moi, de me dire, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas et donc je vais faire un premier pas dans cette direction et puis ensuite un deuxième et on verra bien ce qui se passe. Ce que j'ai appris, c'est que finalement, rien n'est facile. Et même si ça peut donner cette sensation, quand on fait la liste, une fois que tout est accompli, derrière chaque objectif, il y a du travail, des sacrifices, un engagement dans les objectifs qu'on se donne. Sachant cela, je peux vous dire que non, j'ai pas du tout fini de rêver. Parce qu'il en reste encore des objectifs. Par exemple, au premier rang desquels, j'ai toujours pas été dans l'espace. Même si je me rapproche, je m'entraîne, j'ai été retenu, tout ça, c'était pas, on va dire, dans la bonne direction. Néanmoins, l'objectif final, qui est d'être un astronaute qui vole dans l'espace, qui effectue une mission au profit de l'Agence spatiale européenne, au profit de la France, au profit de la recherche, ça, c'est encore quelque chose que je dois faire. C'est une très grande source de motivation. Mais pour tout dire, j'essaye aussi de ne pas excessivement me concentrer sur cet objectif-là et de aussi prendre du plaisir dans tous les objectifs intermédiaires qui existent entre les deux. Quel que soit l'avancement que j'ai dans cet objectif, il y a toujours un risque, finalement, que ça ne se passe pas. Il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir un problème médical, il peut y avoir énormément de choses qui se mettent en travers de vous et d'un lancement pour aller dans l'espace. Et donc, du coup, j'essaye de prendre du plaisir dans tout ce que je fais pour y arriver. C'est l'entraînement. Ce que je fais tous les jours, essayer d'être un bon pilote pour l'armée de l'air et de l'espace, être un bon ingénieur, essayer d'être un bon camarade, tout simplement, parce que c'est en faisant ça qu'on se rend le plus près possible à être un bon membre d'équipage. Dans tout ça, je trouve beaucoup de plaisir, beaucoup de rêves, finalement, beaucoup d'objectifs. J'ai pas du tout la sensation d'être arrivé quelque part où je peux m'asseoir et me dire, voilà, maintenant, j'arrête. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Tout à fait. C'est devenu une petite tradition pour nous. On parle souvent playlist. Alors, est-ce que vous avez une playlist espace à nous conseiller ? Et surtout, est-ce qu'on peut écouter de la musique dans la Station spatiale internationale ? Alors oui, on peut écouter de la musique dans la Station spatiale internationale. On peut aussi amener un livre, on peut amener un certain nombre de choses pour les quelques minutes où vous n'êtes pas en train de travailler. Je le sais puisque Thomas me l'a dit, même si je suis encore jamais allé moi-même. Et donc, la question, c'est une playlist que je pourrais conseiller. Ça va vous étonner, mais certaines des musiques qui m'ont le plus marqué, moi, ce sont les musiques de films. J'en conseillerais deux en particulier. La bande originale de First Man, et en particulier une des musiques qui s'appelle The Landing, quand il se pose sur la Lune. Et puis l'autre, c'est celle du Grand Bleu, un film qui est très important pour moi aussi. Toutes les musiques du Grand Bleu, je pense, sont particulièrement adaptées quand vous voulez un petit peu vous échapper et penser à l'espace ou au monde sous-marin. Donc en lien avec vos passions. Exactement. Bien, merci commandant. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau DevCast. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux et pensez à vous abonner. À très bientôt. DevCast.